Que feriez-vous si vous vous réveilliez dans un lit d'hôpital complètement paralysé, incapable de bouger un seul doigt, incapable de dire un seul mot, mais vous pouviez tout entendre? Faites tout ce que nous. Maintenant, imaginez entendre votre propre mari à côté de votre lit. Imaginez l'entendre appeler sa maîtresse et dire « Enfin, elle ne va pas s'en sortir ». Imaginez les entendre planifier vos funérailles. Pendant que votre cœur bat encore, pendant que votre esprit crie, pendant que les larmes tombent à l'intérieur, mais votre visage ne peut pas bouger. Ce n'est pas un cauchemar. Ce n'est pas un film. C'est ce qui est arrivé à Carolyn Mitchell pendant 31 jours. Il portait du noir à son chevet, pas pour la pleurer. Arrêtez-vous là, Vanessa, pour célébrer. Éloignez-vous de ce lit. Il mesurait ses bijoux. Il discutait de son assurance-vie. Il comptait les jours de « enfin obtenu ce qu'il méritait ». Mais ils ont fait une erreur fatale. Ils ont oublié que certaines femmes ne meurent pas tranquillement. Certaines hommes se lèvent. Certaines femmes reviennent avec du feu dans les yeux et la vengeance dans le cœur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la femme au foyer sans défense qu'ils se moquaient était en fait une milliardaire. Elle possédait la compagnie où son mari travaillait. Elle possédait tout et elle a entendu chaque mot. C'est l'histoire d'une femme qui a été enterrée vivante par les gens qu'elle aimait et comment elle a regrimpé de la tombe pour les détruire tous. Restez jusqu'à la fin, car le rebondissement final vous laissera sans voix. Déclaration de valeur. Cette histoire vous rappellera que votre moment le plus sombre n'est pas votre fin. C'est votre début. Parfois, vous devez tout perdre pour découvrir à quel point vous êtes vraiment puissante. Signification de l'histoire. La leçon est simple mais change la vie. Les gens révèlent leur vraie nature quand ils croient que vous êtes impuissante. Et quand ils célèbrent votre chute, ils construisent la scène pour leur propre destruction. Ne sous-estimez jamais une femme qui n'a plus rien à perdre. Elle n'est pas brisée. Elle devient incassable. Le jour où je suis morte a été le jour le plus heureux de la vie de mon mari. Je sais que ça semble dramatique. Je sais que ça ressemble à quelque chose sorti d'un film. Le genre de première phrase conçue pour vous accrocher et vous faire continuer à écouter. Mais je vous promets que chaque mot de ce que je suis sur le point de vous dire est absolument vrai. Je l'ai vécu, je l'ai survécu. Et maintenant, je vais partager mon histoire avec vous parce que quelque part, quelqu'un vit exactement ce que j'ai vécu. Quelqu'un est éveillé la nuit se demandant s'il est fou. Quelqu'un remet en question sa propre réalité parce que la personne qui est censée l'aimer lui dit sans cesse qu'il est le problème. Quelqu'un a besoin d'entendre cette histoire et de savoir qu'il n'est pas seul. Mon nom est Carolyn Mitchell. Mes amis m'appelaient Carrie à l'époque où j'avais encore des amis. Avant que mon mari ne les coupe lentement, soigneusement, délibérément tous de ma vie, comme un chirurgien enlevant du tissu sain. J'avais 38 ans quand mon corps a finalement renoncé à moi. 38 ans, marié depuis 10 ans, et je fonctionnais à vide depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de se sentir pleine. J'avais oublié ce que c'était de dormir toute la nuit. J'avais oublié ce que c'était de manger un repas sans que quelqu'un ne critique chaque bouchée. J'avais oublié ce que c'était de me regarder dans le miroir et de voir autre chose que de l'épuisement me fixer. Ce matin a commencé comme tous les autres matins de la dernière décennie. Mon réveil a sonné à 4h45 du matin. Pas 5, pas 5h30, 4h45, parce que Derek avait besoin de son petit déjeuner sur la table à 6h15. Et Dieu nous en préserve si j'étais ne serait-ce que 5 minutes en retard. La maison était sombre et silencieuse quand je me suis glissé hors du lit. Derek dormait encore paisiblement à côté de moi, sa respiration profonde et régulière complètement inconscient, que je me déplaçais déjà dans l'obscurité comme un fantôme dans ma propre maison. Je n'ai pas allumé les lumières. J'avais appris à naviguer dans notre maison de 5000 pieds carrés dans l'obscurité complète, parce que Derek avait le sommeil léger, et si je le réveillais avant que son réveil ne sonne, il y aurait des conséquences. Pas des conséquences physiques. Derek ne m'a jamais frappé, il était trop intelligent pour ça. Mais le silence qui s'ensuivait,
La froideur qui pouvait durer des jours, les petits commentaires sur mon manque de considération. Comment je ne pensais qu'à moi-même, comment peut-être, si j'essayais un peu plus fort, je ne serais pas une telle déception. Ses conséquences étaient pires que n'importe quelle contusion. Je suis descendu les escaliers, comptant chaque marche dans ma tête. 14 marches de notre chambre au palier, 8 marches du palier au foyer, 2 marches du foyer à la cuisine. Je les avais comptées tant de fois que je pouvais parcourir le chemin les yeux fermés. Et certains matins, quand l'épuisement était si lourd que je pouvais à peine garder les yeux ouverts, c'est exactement ce que je faisais. La cuisine était mon domaine et c'était aussi ma prison. J'ai passé plus d'heures dans cette cuisine que partout ailleurs dans la maison, cuisinant des repas qui n'étaient jamais tout à fait assez bons, nettoyant des surfaces qui n'étaient jamais tout à fait assez propres, préparant des collations et des déjeuners et des dîners que Derek picorerait et critiquerait avant de repousser. Mais je continuais d'essayer. Je continuais de croire que si je travaillais juste un peu plus dur, essayais un peu plus, il verrait enfin à quel point je l'aimais. Il apprécierait enfin tout ce que je faisais. Ce matin-là, je préparais son petit déjeuner préféré. Flocons d'avoine coupés à l'acier avec des fruits rouges frais, 2 œufs au plat sur moyen avec le jaune encore coulant, mais pas trop coulant. Pain de blé entier grillé avec exactement une cuillère à soupe de beurre et jus d'orange frais pressé. J'avais préparé ce petit déjeuner exact des centaines de fois. Je pouvais le faire dans mon sommeil. Et honnêtement, certains matins, je pense que je l'ai fait. J'étais debout devant la cuisinière, remuant les flocons d'avoine d'une main et vérifiant mon téléphone de l'autre quand la pièce a commencé à tourner. Au début, j'ai pensé que j'avais juste des vertiges à force de me lever trop vite. J'avais des étourdissements depuis des mois, de petits moments où le monde basculait et je devais m'accrocher à quelque chose pour ne pas tomber. Le docteur Chen m'avait dit que c'était probablement une tension artérielle basse, que je devais manger plus et me reposer plus et mieux prendre soin de moi-même. Mais comment étais-je censé me reposer quand il y avait toujours quelque chose à faire? Comment étais-je censé manger quand le son de ma propre mastication irritait Derek? Le vertige a empiré. Ma vision a commencé à devenir blanche sur les bords comme si quelqu'un baissait lentement la luminosité sur un écran de télévision. J'ai essayé de poser la cuillère en bois, mais mes doigts ne voulaient pas coopérer. Elle a clatré contre la casserole et est tombée au sol. Je me souviens avoir pensé que je devais la ramasser, que Derek serait en colère s'il voyait une cuillère sale sur son sol de cuisine propre, que je devais continuer à remuer les flocons d'avoine où ils brûleraient et il se plaindrait. Et puis ma jambe a cessé de fonctionner. J'ai heurté le sol de la cuisine si fort que j'ai fissuré 2 des carreaux de marbre italien que Derek avait insisté pour importer de Toscane. Je me souviens d'être allongé là, ma joue pressée contre la pierre froide, fixant le motif de veines grises et blanches parcourant le marbre. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était étrange que j'ai lavé ce sol hier, que je pouvais voir une minuscule tache près de la plinthe que j'avais manquée, que Derek le remarquerait et l'ajouterait à sa liste de mes échecs. J'ai essayé de me lever. J'ai dit à mes bras de pousser, dit à mes jambes de bouger, dit à mon corps de m'obéir, mais rien ne s'est passé. J'étais piégé en moi-même, consciente, mais complètement paralysée. Ma poitrine, elle était si serrée que je pouvais à peine respirer. Chaque inspiration donnait l'impression d'essayer d'aspirer de l'air à travers un agitateur à café. Mon cœur battait si vite et si fort que je pouvais le sentir tambouriner dans mes tempes, dans ma gorge et mes doigts. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Des minutes peut-être. Cela a semblé des heures. Les flocons d'avoine ont brûlé sur la cuisinière. L'odeur de l'avoine roussie a rempli la cuisine, acide et piquante. Le détecteur de fumée a commencé à biper. Ce cri aigu qui rendait toujours Derek furieux. Et toujours je ne pouvais pas bouger. Derek m'a trouvé à 6h30 quand il est finalement descendu chercher son café. J'ai entendu ses pas dans les escaliers, l'ai entendu faire une pause dans l'encadrement de la porte de la cuisine,
L'ai entendu soupirer avec le genre d'exaspération qui était devenu la bande sonore de ma vie. Carrie, qu'est-ce que l'enfer s'est passé ici? Sa voix était agacée, pas inquiète. Il regardait les flocons d'avoine brûlés, la cuillère tombée, la fumée qui flottait encore dans l'air. Il lui a fallu plusieurs secondes pour même me remarquer allongé sur le sol. Et puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Oh, pour l'amour de Dieu, a-t-il murmuré. Pas ça encore, pas ça encore. » Comme si trouver votre femme inconsciente sur le sol de la cuisine était un inconvénient. Comme si j'avais fait ça exprès juste pour gâcher son matin. Il a marché vers moi lentement sans aucune hâte particulière. Il s'est agenouillé à côté de moi et a pressé 2 doigts contre mon cou, vérifiant mon pouls. Ses doigts étaient froids. Son toucher était clinique, détaché, comme un médecin examinant un patient dont il ne se souciait pas particulièrement. « Elle est vivante », a-t-il dit à lui-même. Puis il a sorti son téléphone. Mais il n'a pas appelé le 911. Pas encore. D'abord, il a fait un appel différent. Je l'ai entendu taper sur l'écran. J'ai entendu le téléphone sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai entendu une voix de femme répondre, endormie et confuse. « Vanessa », a dit Derek doucement. « Quelque chose s'est passé. Carrie s'est effondrée. Je vais devoir appeler une ambulance. Ne venez pas à la maison aujourd'hui. Comprenez? Restez loin jusqu'à ce que je vous dise que c'est sûr. » Vanessa. Le nom ne signifiait rien pour moi à l'époque. Je ne l'avais jamais entendu auparavant. Mais j'allais connaître ce nom très bien. J'allais haïr ce nom de toutes les fibres de mon être. Derek a raccroché le téléphone. La chaîne de papa. Puis, et seulement alors, il a composé le 911. « Oui, j'ai besoin d'une ambulance », a-t-il dit. Et soudain, sa voix était différente. Soudain, il semblait paniqué, inquiet, comme un mari aimant, terrifié pour la vie de sa femme. Ma femme s'est effondrée. Elle est inconsciente. Je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il vous plaît, dépêchez-vous. La performance était impeccable. Si je ne l'avais pas entendu appeler Vanessa en premier. Si je n'avais pas entendu l'irritation ennuyée dans sa voix quand il m'a trouvé, j'aurais cru qu'il se souciait vraiment. C'est ça, vivre avec un narcissique. Ils deviennent des acteurs si doués que vous commencez à remettre en question votre propre perception de la réalité. Les ambulanciers sont arrivés en 12 minutes. Je les ai entendus faire irruption par la porte d'entrée, entendu leurs lourdes bottes sur le foyer en marbre, entendu les questions qu'ils posaient auxquelles Derek répondait avec une préoccupation exercée. Ils m'ont soulevé sur une civière et m'ont chargé dans l'ambulance. La dernière chose dont je me souviens, avant de perdre complètement connaissance, a été le son de la voix de Derek disant aux ambulanciers qu'il les suivrait dans sa voiture, qu'il les retrouverait à l'hôpital, qu'il serait là pour sa femme. Je me suis réveillé 2 semaines plus tard dans un lit d'hôpital sans aucun souvenir de ce qui s'était passé entre-temps. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Je ne me suis pas réveillé. Mon corps ne s'est pas réveillé. Mes yeux ne se sont pas ouverts. Mes doigts n'ont pas bougé. Mais quelque part au fond de l'obscurité, mon esprit s'est rallumé comme un interrupteur. Et j'ai tout entendu. Il portait du noir à mon chevet. Pas pour me pleurer, pour célébrer. La première chose dont j'ai pris conscience a été le bip. Un son régulier, rythmique qui semblait pulser à travers tout mon corps. Bip, bip, bip. Un moniteur cardiaque. J'ai réalisé finalement que mon cœur battait encore, se battait encore, même quand le reste de moi avait renoncé. La deuxième chose dont j'ai pris conscience a été le tube respiratoire. Je pouvais le sentir dans ma gorge, un objet étranger que mon corps voulait désespérément rejeter. Mais je ne pouvais pas tousser. Je ne pouvais pas avoir de haut le cœur. Je ne pouvais rien faire d'autre que rester là et laisser la machine respirer pour moi. La troisième chose dont j'ai pris conscience a été les voix. Le Dr. Reeves venait de finir d'expliquer mon état à Derek. J'avais manqué la majeure partie allant et venant de la conscience comme une station de radio avec une mauvaise réception. Mais j'ai attrapé la fin. Après 30 jours, disait le Dr. Reeves, sa voix douce mais ferme,
S'il n'y a pas d'amélioration significative, la famille devra prendre des décisions difficiles sur la façon de procéder. 30 jours. Le nombre a résonné dans mon esprit comme une sentence de mort. 30 jours avant que mon mari ne puisse décider de mettre fin à ma vie. Je comprends, ait répondu Derek. Sa voix était lourde de ce qui semblait être du chagrin. C'est juste si difficile. Docteur, Carrie et moi sommes mariés depuis 10 ans. Elle est tout mon monde. Le mensonge était si lisse, si convaincant que pendant un instant même, moi j'y ai presque cru. C'est à quel point il était bon. 10 ans de pratique l'avaient transformé en un maître manipulateur. Le Dr. Reeves a quitté la pièce. J'ai entendu la porte se fermer doucement derrière lui. Et puis j'ai entendu Derek expirer longuement et lentement, comme un homme relâchant un souffle qu'il avait retenu pendant des années. Enfin, a-t-il chuchoté et le mot était rempli de tant de soulagement, tant de joie, que cela me faisait mal au cœur. Enfin, il a sorti son téléphone. Je l'ai entendu composer. J'ai entendu le téléphone sonner. « C'est moi », a-t-il dit. « Elle ne va pas s'en sortir. Les médecins viennent de le confirmer. 30 jours max, et puis je peux débrancher. » Une pause, une voix de femme à l'autre bout, trop silencieuse pour que je puisse distinguer les mots. « Je sais. » Derek a ri doucement. « Je sais. » C'est comme si Noël était arrivé en avance. « Écoute, peux-tu venir à l'hôpital? J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de célébrer. » Célébrer? Il voulait célébrer ma mort. Pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, incapable de bouger ou de parler, mon mari appelait sa maîtresse pour faire la fête. Je voulais crier, je voulais me lever et le prendre par la gorge et exiger de savoir comment il pouvait me faire ça. Je lui avais tout donné, j'avais tout sacrifié, je l'avais aimé de tout mon être, et c'est ainsi qu'il me remboursait. Mais je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais rien faire d'autre que de rester là et d'écouter mon monde s'effondrer. 2 heures plus tard, Vanessa Cole est entrée dans ma chambre d'hôpital pour la première fois. J'ai su au moment où elle est arrivée parce que j'ai senti son parfum avant d'entendre sa voix. C'était quelque chose de cher et floral, le genre d'odeur qui persistait dans l'air longtemps après que la personne qui le portait ait quitté la pièce. Je l'ai immédiatement détesté. « Oh, Derek !» Vanessa a soufflé. « Regarde-la, elle a l'air si paisible. »« Elle le fait, n'est-ce pas? » Derek a répondu presque comme si elle savait que c'était fini. Ils étaient debout à côté de mon lit maintenant. Je pouvais les sentir me regarder, étudiant mon visage comme des scientifiques examinant un spécimen. Chaque instinct de mon corps me criait d'ouvrir les yeux, de les confronter, de me battre, mais mon corps a refusé d'obéir. J'ai attendu cela pendant 3 ans, a dit Vanessa doucement. 3 ans à se cacher dans des hôtels, à faire semblant que nous nous connaissions à peine lors des événements de l'entreprise. Et maintenant, enfin, nous pouvons être ensemble. 3 ans. Mon mari me trompait depuis 3 ans. Pendant que je cuisinais ses repas et nettoyais sa maison et me travaillais à l'épuisement, essayant d'être la femme parfaite, il passait ses nuits avec une autre femme. Et je n'avais jamais rien soupçonné. Vous savez ce qui est drôle? Derek a dit qu'il s'est assis dans le fauteuil à côté de mon lit, s'installant confortablement. Elle pensait vraiment que je l'aimais. Toutes ces années, tous ces efforts, et elle n'a jamais compris que j'attendais juste le bon moment pour me débarrasser d'elle. « Pourquoi l'as-tu épousée en premier lieu? » a demandé Vanessa. « Je pensais qu'elle avait de l'argent. » Derek a ri amèrement. Son nom de famille était Hartwell. Les Hartwell sont l'une des familles les plus riches du Texas. J'ai pensé qu'elle devait y être liée d'une manière ou d'une autre. Il s'est avéré que ce n'était qu'une coïncidence. Sa famille était pauvre comme la saleté. Au moment où j'ai réalisé mon erreur, nous étions déjà mariés et il était trop tard pour reculer sans avoir l'air d'un chercheur d'or moi-même. Alors, tu es resté. Alors, je suis resté. Derek a soupiré. J'ai pensé que je donnerais quelques années, puis je la divorcerais et je passerais à autre chose.
Mais ensuite, j'ai découvert qu'elle avait en fait une politique d'assurance vie décente de 300 000 $. Pas une fortune, mais rien à éternuer non plus. Et j'ai pensé, pourquoi se contenter d'un divorce désordonné quand je pourrais avoir un paiement propre à la place? J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. 300 000 $. C'était ce que ma vie valait pour mon mari. C'était le prix de 10 ans de dévouement, 10 ans de sacrifice, 10 ans à m'effacer lentement pour faire de la place à son ego. La porte s'est ouverte à nouveau. J'ai entendu des pas plus lents et plus délibérés qu'avant. Et puis j'ai entendu une voix qui a fait geler mon sang dans mes veines. Alors la petite femme au foyer a finalement craqué, a dit Margaret Mitchell. Ma belle-mère était arrivée. Il était temps. Mère. Derek s'est levé. Merci d'être venu. Comme si je manquerais ça, a répondu Margaret. Elle s'est approchée de mon lit. Je pouvais sentir sa présence, froide et désapprobatrice, planant au-dessus de moi comme une ombre. Je t'avais prévenu à son sujet dès le début, Derek. Je t'ai dit qu'elle n'était pas assez bien pour le nom Mitchell. Une femme sans famille, sans relation, sans éducation. Mais tu as quand même insisté pour l'épouser. Je sais, mère. J'ai fait une erreur. Oui, tu en as fait une. Margaret a cliqué sa langue. Mais au moins maintenant, tu peux la réparer. Une fois qu'elle sera partie, tu pourras épouser quelqu'un d'approprié. Quelqu'un qui apportera de la valeur à cette famille au lieu de la rabaisser. En fait, Madame Mitchell, Vanessa a pris la parole. Derek et moi nous fréquentons depuis un certain temps maintenant. Nous espérions qu'une fois que tout sera réglé, nous pourrions le rendre officiel. Il y a eu une pause. J'ai attendu que Margaret objecte, qu'elle exprime son choc, qu'elle défende sa belle-fille ne serait-ce qu'un petit peu. Au lieu de cela, elle a ri. Je sais, ma chère, a dit Margaret chaleureusement. Pourquoi pensez-vous que je vous l'ai présenté en premier lieu? Mon cœur s'est arrêté. Pas littéralement, pas encore, mais c'était comme ça. Margaret les avait présentés. Ma propre belle-mère avait délibérément amené une autre femme dans mon mariage. Elle avait orchestré toute cette affaire. J'ai trouvé Vanessa lors d'un événement caritatif il y a 3 ans, a poursuivi Margaret. Elle m'a parlé de ses relations précédentes, de ses talents uniques pour résoudre les problèmes, et je me suis dit, c'est exactement ce dont Derek a besoin. Une femme qui sait comment faire les choses. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire par talent unique à l'époque. Je le découvrirai assez tôt, et quand je le ferai, tout changerait. Pendant l'heure suivante, les 3 se sont assis à côté de mon lit et ont planifié mes funérailles. Ils ont discuté du lieu, des fleurs, de la liste des invités. Ils se sont disputés pour savoir s'il fallait avoir un cercueil ouvert ou fermé. Margaret voulait ouvert pour montrer à tous à quel point j'avais l'air paisible. Derek voulait fermer parce qu'il ne voulait pas dépenser d'argent pour une robe de fantaisie pour une femme morte. Vanessa a suggéré la crémation parce que c'était moins cher et plus rapide, et qu'il pourrait disperser mes cendres quelque part de reculé et oublier que j'avais jamais existé. Il parlait de moi comme si j'étais déjà parti, comme si j'étais un inconvénient à éliminer, un problème à résoudre. Pas une seule fois aucun d'eux n'a exprimé de tristesse. Pas une seule fois aucun d'eux n'a versé une larme. La seule émotion dans cet épisode était le soulagement. Quand les heures de visite se sont terminées et qu'ils sont finalement partis, je me suis allongé dans l'obscurité et j'ai laissé la vérité m'envahir. Tout ce que j'avais cru sur ma vie était un mensonge. Mon mari ne m'avait jamais aimé, ma belle-mère m'avait toujours détesté. Et la femme qui était sur le point de prendre ma place attendait dans les coulisses depuis 3 ans, patiente comme une araignée, prête à me prendre dans sa toile. J'aurais dû me sentir dévasté, j'aurais dû me sentir le cœur brisé. Mais quelque part au fond de moi, sous la douleur et la trahison, autre chose grandissait. Quelque chose de dur et chaud et dangereux. La colère. Pour la première fois en 10 ans, je me suis senti vraiment, purement, magnifiquement en colère. Non pas contre moi-même pour être naïve. Non pas contre la situation pour être injuste. Contre eux, contre Derek et Vanessa et Margaret,
Et tous ceux qui m'avaient un jour regardé et n'avaient vu qu'une servante à utiliser et à jeter, ils pensaient que j'étais impuissante. Ils pensaient que j'étais aussi bonne que morte. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils se trompaient. La nuit était la plus cruelle. C'est à ce moment-là qu'ils ont complètement laissé tomber leur masque. Pendant la journée, l'hôpital était plein d'activités. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant mes signes vitaux, ajustant mes médicaments, me parlant d'une voix douce et encourageante, même si elles ne pensaient pas que je pouvais les entendre. Les médecins faisaient leur ronde, discutant de mon cas en termes cliniques qui réduisaient toute mon existence à des chiffres sur un tableau. Et Derek jouait son rôle. Le mari inquiet veillant au chevet de sa femme, tenant ma main molle et fixant mon visage avec ce qu'il espérait ressembler à du dévouement. Mais la nuit, quand les couloirs devenaient silencieux et que les visiteurs entraient chez eux, la vérité éclatait. C'était le 5e jour quand Vanessa est venue me voir seule pour la première fois. J'ai entendu la porte s'ouvrir vers 23 heures, bien après la fin des heures de visite. J'ai entendu ses talons claquer sur le linoléum, ce son distinctif que j'en étais venu à redouter. Elle marchait lentement, délibérément, comme si elle avait tout le temps du monde. La porte s'est refermée derrière elle. J'ai entendu le verrou cliquer, et puis elle a attiré une chaise à côté de mon lit et s'est assise. « Juste nous deux, Carrie », a-t-elle dit doucement. Sa voix était différente quand nous étions seuls. Disparut le ton doux et sympathique qu'elle utilisait devant Derek. À sa place, il y avait quelque chose de froid, quelque chose de calculateur, quelque chose qui me donnait des frissons. Pas de Derek, pas de Margaret, pas d'infirmière, juste moi et toi. Elle s'est penchée plus près. Je pouvais sentir son souffle sur mon visage, chaud et mentholé. « Je veux te raconter une histoire », a-t-elle poursuivi. Une histoire sur un homme nommé Marcus Webb. Marcus Webb, j'ai classé le nom dans ma mémoire, bien que je n'en comprenne pas encore la signification. Marcus était un gentil garçon, a dit Vanessa. Pas trop brillant, mais il avait de l'argent et il était facile à manipuler. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 18 mois. Il était fou de moi. Il n'en revenait pas de sa chance qu'une femme comme moi s'intéresse à un homme comme lui. Il aurait fait tout ce que je demandais. Elle a marqué une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Un jour, Marcus est tombé malade. Rien de grave, juste une procédure mineure à l'hôpital. Des choses de routine. Mais pendant qu'il était là, quelque chose a mal tourné. Une erreur de médication, ils l'ont appelé. Quelqu'un lui a donné la mauvaise dose de quelque chose et son cœur a juste cessé de battre. Si tragique, si inattendu. Mon sang s'est glacé. Elle confessait un meurtre. Ici même, maintenant, à une femme qu'elle croyait ne pas pouvoir l'entendre. Le meilleur, Vanessa rit doucement. J'étais la bénéficiaire de sa police d'assurance-vie. 200 000 $. Pas une fortune, mais assez pour me maintenir à l'aise pendant que je cherchais ma prochaine opportunité. Et puis j'ai trouvé Derek. Elle s'est levée et a marché autour de mon lit, faisant glisser ses doigts le long de la balustrade. Derek était parfait, a-t-elle poursuivi. Riche, du moins je le pensais. Marié, ce qui signifiait un alibi intégré, et malheureux, ce qui le rendait facile à séduire. Margaret m'a trouvé lors d'un événement caritatif et me l'a pratiquement tendu sur un plateau d'argent. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre le bon moment. Elle s'est arrêtée à la tête de mon lit et m'a regardé. « Et nous y voilà », a-t-elle dit. « Le bon moment. Toi allongée ici, impuissante. Derek, prêt à signer tous les papiers que je lui présenterai. Et dans quelques semaines, tu seras parti et je serai B. Mitchell. » La riche veuve qui a épousé son véritable amour, elle s'est penchée et a ajusté mon oreiller. Mais elle ne l'a pas ajusté correctement. Elle l'a légèrement déplacé, juste assez pour exercer une pression sur mes voies respiratoires pour rendre ma respiration un peu plus difficile. J'ai senti mes niveaux d'oxygène chuter. Pas assez pour déclencher des alarmes, juste assez pour me rendre mal à l'aise. « J'ai appris de Marcus », a chuchoté Vanessa. « Allez trop vite, c'est salissant. Les gens posent des questions. Mais si vous êtes patiente, si vous laissez la nature suivre son cours,
Si vous créez juste les bonnes conditions, eh bien, les choses arrivent. La patience s'estompe. Personne ne pose de questions quand une femme dans le coma s'éteint paisiblement. Elle m'a tapoté la joue doucement. Doux rêve, Carrie. Je te verrai demain et après-demain. Et tous les jours jusqu'à ce que tu fasses enfin ce que tu aurais dû faire il y a des années et que tu renonces. Elle a marché jusqu'à la porte, l'a déverrouillée et est partie. J'ai entendu ses talons claquer dans le couloir, devenant de plus en plus faibles jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Je suis resté allongé dans l'obscurité, luttant pour respirer, mon esprit s'emballait. Vanessa n'était pas juste une maîtresse, c'était une tueuse. Elle avait assassiné au moins un homme auparavant, peut-être plus, et maintenant elle prévoyait de me faire la même chose. J'ai essayé de bouger. J'ai concentré chaque once d'énergie que j'avais sur le mouvement d'un seul doigt, juste un tout petit muscle. Si je pouvais bouger, je pourrais montrer aux infirmières que j'étais éveillé. Je pourrais obtenir de l'aide. Je pourrais arrêter ce cauchemar. Rien ne s'est passé. Mon corps est resté immobile, insensible, piégé. Le lendemain matin, une nouvelle infirmière a pris le service. Son nom était Rosa Mendes. Et dès le moment où elle est entrée dans ma chambre, j'ai su qu'elle était différente des autres. « Bonjour, mon cœur », a dit Rosa doucement. Sa voix était chaleureuse et musicale avec juste un soupçon d'accent du Texas. « Je sais que vous ne pouvez probablement pas m'entendre, mais je vais vous parler quand même. Des études montrent que les patients dans le coma répondent aux voix familières. Et même si vous ne pouvez pas répondre, peut-être quelque part au fond, vous savez que vous n'êtes pas seul. » Elle s'est déplacée dans ma chambre avec une efficacité exercée, vérifiant les machines, ajustant les tubes, enregistrant les chiffres. Mais contrairement aux autres infirmières qui se précipitaient dans leurs tâches aussi vite que possible, Rosa prenait son temps. Elle me touchait doucement, soigneusement, comme si j'étais une vraie personne, au lieu d'un simple corps à entretenir. Puis elle a remarqué l'oreiller. Elle a légèrement froncé les sourcils, étudiant sa position. « C'est étrange », a-t-elle murmuré à elle-même. « J'aurais juré l'avoir positionné correctement hier. » Elle a ajusté l'oreiller, le remettant comme il était censé être. Immédiatement, ma respiration est devenue plus facile. La tension dans ma poitrine s'est relâchée. J'ai eu envie de pleurer de soulagement. « Voilà », a dit Rosa. « C'est mieux, n'est-ce pas? » Elle a vérifié mes niveaux d'oxygène et a froncé les sourcils à nouveau. « Vos chiffres étaient meilleurs hier », a-t-elle dit. « Laissez-moi vérifier l'équipement. Assurez-vous que tout fonctionne correctement. » Elle a passé 10 minutes supplémentaires dans ma chambre, effectuant des diagnostics, faisant de petits ajustements, et pendant qu'elle travaillait, elle a continué à parler. « Je veux vous dire quelque chose, mon cœur », a dit Rosa doucement. « Quelque chose que je ne dis pas à beaucoup de gens. Ma sœur était dans un mariage abusif. Son mari ne l'a jamais frappée, pas une seule fois. Mais il contrôlait tout ce qu'elle faisait, ce qu'elle portait, à qui elle parlait, comment elle dépensait son argent. Il la faisait se sentir folle, comme si tout ce qui n'allait pas dans leur mariage était de sa faute. Elle a fait une pause, ses mains toujours sur la machine. Elle est restée pendant 12 ans, a continué Rosa. 12 ans à marcher sur des œufs, essayant d'être parfaite, disparaissant lentement dans quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Et puis une nuit, il l'a poussée dans les escaliers. Il a dit qu'elle avait trébuché. Peut-être que la police l'a cru. Mais je savais parce que j'avais vu les ecchymoses qu'elle essayait toujours de cacher. Je savais parce que j'avais entendu la façon dont il lui parlait comme si elle n'était rien. Je savais parce que j'avais regardé ma belle-sœur vibrante devenir un fantôme d'elle-même. Sa voix s'est légèrement brisée. « Je l'ai perdue », a dit Rosa. Elle est morte au bas de ces escaliers, seule et effrayée, et il s'en est allé libre. Il a récupéré son argent d'assurance-vie et a déménagé en Floride avec sa nouvelle petite amie, et il n'y avait rien que je puisse faire. Rien. Elle a tiré une chaise et s'est assise à côté de mon lit. « Je vois des choses, mon cœur », a-t-elle continué.
Je vois des choses que les autres ne voient pas, et je vois la façon dont votre mari vous regarde. Il vient d'ici, jouant le rôle de l'époux inquiet, vous tenant la main pour les infirmières, posant des questions préoccupées sur votre pronostic. Mais je fais ce travail depuis 22 ans. Je connais la différence entre un homme qui a peur de perdre sa femme et un homme qui attend qu'elle meure. Elle s'est penchée plus près. Votre mari atteint, a-t-elle dit doucement. Et cette femme qui vous rend visite la nuit quand elle pense que personne ne regarde aussi. Je ne sais pas ce qu'il prévoit, mais je sais que ce n'est rien de bon. Alors je vais vous surveiller, mon cœur. Je vais m'assurer que rien ne vous arrive sous ma surveillance. Elle m'a serré la main doucement. Si vous pouvez m'entendre, a dit Rosa, battez-vous. Quoi qu'il en coûte, aussi difficile que ce soit, battez-vous. Ne les laissez pas gagner. Ne les laissez pas écrire votre fin. Je voulais lui serrer la main en retour. Je voulais lui dire que je pouvais entendre chaque mot, qu'elle avait raison sur tout, que j'avais besoin de son aide plus que je n'avais jamais eu besoin de quoi que ce soit dans ma vie. Mais mon corps est resté immobile, silencieux, insensible. Cette nuit-là, après le départ de Rosa, je me suis fait une promesse. Si je survivais à cela, Rosa serait la première personne que je remercierais et Derek serait la première personne que je détruirais. Le 14e jour, j'ai ouvert les yeux et j'ai choisi de les garder fermés. C'est arrivé au milieu de la nuit pendant l'un des quarts de Rosa. Elle vérifiait mes signes vitaux, fredonnant doucement pour elle-même, quand soudain, voyez, comme un interrupteur étant basculé, mon corps a commencé à répondre à mes commandes. Mes paupières ont tremblé, mes doigts ont tressailli, mes poumons se sont dilatés d'eux-mêmes, aspirant l'air sans l'aide du ventilateur. C'était comme se réveiller du sommeil le plus profond de ma vie, désorientant et accablant et absolument terrifiant. Rosa a haleté. Oh mon Dieu, elle se réveille. Elle s'est penchée sur moi, son visage remplissant mon champ de vision. Les lumières fluorescentes derrière elle étaient aveuglantes. Après 2 semaines d'obscurité, tout était flou. Les couleurs se mélangeaient les unes aux autres, comme une aquarelle laissée sous la pluie. Mais je pouvais voir son visage rond et chaleureux et rempli d'un mélange de choc et de joie. Madame Mitchell, la voix de Rosa tremblait. Carrie, pouvez-vous m'entendre? J'ai essayé de parler. Ma gorge brûlait comme si j'avais avalé du verre brisé. Mes lèvres étaient gercées et sèches, mais j'ai forcé les mots à sortir à peine, plus fort qu'un murmure. S'il vous plaît, ne leur dites pas. Rosa s'est figée. Ne dites pas à qui, mon cœur. Mon mari. J'ai dégluti difficilement, goûtant du sang là où mes lèvres s'étaient fendues. Sa mère, la femme, ils veulent que je meure. Je les ai entendus, j'ai tout entendu. Pendant un long moment, Rosa n'a rien dit. Je pouvais la voir réfléchir, peser mes mots contre ce qu'elle avait observé au cours des 2 dernières semaines. Et puis, lentement, elle a hoché la tête. Je le savais, a-t-elle dit doucement. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je savais que cet homme n'était bon à rien dès la première fois que je l'ai vu. D'accord, mon cœur. D'accord, je ne dirai rien à personne, mais nous devons vous rendre plus forte. Pouvez-vous bouger vos mains? Pouvez-vous sentir vos jambes? J'ai essayé. Ma main droite s'est soulevée d'environ 1 pouce du matelas avant de retomber. Mes jambes picotaient comme si elles étaient pleines d'électricité statique, mais je ne pouvais pas les faire bouger. C'est bien, a dit Rosa. C'est un début. Ce soir, nous pratiquons. Nous vous rendons assez forte pour vous asseoir, marcher, quitter cet hôpital par vos propres moyens. Et puis nous trouverons quoi faire de ce mari à vous. Pendant les 3 jours suivants, Rosa est devenue ma bouée de sauvetage. Elle venait pendant ses quarts de nuit et m'aidait à exercer mes muscles atrophiés, bougeant mes bras et mes jambes à travers leur amplitude de mouvement, m'apprenant à saisir et relâcher, à fléchir et détendre. Elle a fait passer en douce des shakes protéinés pour compléter la nutrition liquide que l'hôpital pompait dans mes veines.
Elle m'a apporté un petit miroir pour que je puisse me voir pour la première fois depuis mon effondrement. J'ai à peine reconnu la femme qui me fixait. Mon visage était émacié, mes pommettes aiguisées, ma peau pâle et parcheminée. Mes cheveux étaient mous et gras, emmêlés contre mon crâne. Mes yeux, autrefois brillants et pleins d'espoir, étaient ternes et creux. Je ressemblais à un cadavre. Je ressemblais à la mort réchauffée. Mais j'étais vivante. Contre toute attente, contre toutes les attentes, j'étais vivante et c'était tout ce qui comptait, Ed. Le 17e jour, j'étais assez forte pour m'asseoir seule. Rosa m'a aidé à me mettre en position semi-verticale et à caler des oreillers derrière mon dos. Pour la première fois depuis plus de 2 semaines, j'ai vu ma chambre d'hôpital sous un angle différent. Les machines qui m'entouraient, les tubes connectés à mon corps, la fenêtre donnant sur le parking. Rosa a fait passer en douce un téléphone cette nuit-là. Un de ces appareils prépayés qui ne pouvaient pas être tracés. Et j'ai passé un appel qui a tout changé. Elliot Crane était l'avocat de mon père depuis plus de 30 ans. Il avait géré la succession de mon père lorsque papa est décédé il y a 5 ans. Il était l'une des 2 seules personnes sur Terre à connaître mon secret. Le secret que j'avais gardé de Derek, de Margaret, de tous ceux qui pensaient me connaître. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'il ne réponde. Bonjour. La voix d'Elliot était rauque de sommeil. Il était après minuit. Qui est-ce que... Elliot, ma voix était encore rauque, encore faible, mais plus forte qu'elle ne l'avait été. C'est Carolyn Mitchell. Carolyn Hartwell Mitchell. J'ai besoin de votre aide. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Quand Elliot a parlé à nouveau, sa voix était vive d'incrédulité. Caroline, mon Dieu, ils m'ont dit que vous étiez... Derek est venu à mon bureau la semaine dernière. Il a dit que vous étiez dans le coma. Il a dit que vous n'étiez pas censé survivre. Il posait des questions sur votre succession, sur la fiducie, sur ce qui arriverait à vos actifs si vous mouriez. Je sais ce qu'il vous a dit, ai-je répondu. Je sais ce qu'il a dit à tout le monde. Mais je suis éveillé, Elliot. Je suis éveillé depuis 3 jours et j'ai besoin d'accéder à tout. La fiducie, les commandes, les propriétés, tout. Une autre pause. Je pouvais entendre l'esprit d'Elliot travailler, traitant cette nouvelle information. C'est ces bâtards, a-t-il dit finalement. Je savais que quelque chose n'allait pas. Derek était trop pressé, trop insistant. Il n'arrêtait pas de poser des questions sur la structure de la fiducie, sur qui étaient les bénéficiaires, sur la façon d'accéder au fonds. Je lui ai dit que tout était verrouillé, qu'il n'avait aucune autorité, mais il n'a pas lâché prise. Il ne sait pas, ai-je dit. Il n'a jamais su. Il m'a épousé en pensant que j'étais pauvre. Et maintenant, il essaye de vous tuer pour votre assurance-vie, a terminé Elliot. Alors qu'en réalité, vous valez plus qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. C'était mon secret. Le secret que j'avais gardé pendant 10 ans. Le secret qui allait devenir mon arme. Mon père, Thomas Hartwell, avait été le fondateur de Hartwell Industries, l'une des plus grandes entreprises manufacturières du Texas. Nous fabriquions de tout, de l'équipement médical aux composants aérospatiaux, employant plus de 12 000 personnes dans 15 usines. Lorsque mon père est décédé, il m'a tout laissé. Son enfant unique, l'entreprise, l'immobilier, les investissements, les propriétés, tout cela enfermé dans une fiducie qui gardait mon nom hors des registres publics. Je valais environ 800 millions de dollars et mon mari n'en avait aucune idée. J'avais caché ma richesse parce que j'étais fatigué d'être vu comme un signe d'or. Avant Derek, j'avais fréquenté des hommes qui ne me voulaient que pour mon argent. Des hommes qui ne se souciaient pas de mes pensées, de mes sentiments, de mes rêves. Des hommes qui me voyaient comme un guichet automatique avec des jambes. Je voulais être aimé pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Alors quand j'ai rencontré Derek, j'ai fait semblant d'être ordinaire. Je lui ai dit que je travaillais comme comptable indépendante. Je l'ai laissé croire que ma famille était de classe moyenne. Et il m'avait cru. Il m'avait cru parce qu'il le voulait. Parce que la vérité ne lui était jamais venue à l'esprit.
parce que l'idée que sa petite femme au foyer effacé puisse être une milliardaire était tout simplement trop absurde pour être envisagée. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Il ne m'avait jamais aimé. Il m'avait épousé en espérant que j'étais riche. Restait avec moi parce que le divorce me ferait mal paraître. Et maintenant, il prévoyait de me tuer pour une police d'assurance de 300 000 $. Tout cela en étant complètement inconscient qu'il avait dormi à côté de l'une des femmes les plus riches du Texas pendant la dernière décennie. L'ironie était presque amusante. Presque. Elliot, ai-je dit, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé et puis nous allons faire un plan. Un plan qui détruira Derek, Vanessa et Margaret. Un plan qui leur fera regretter de m'avoir sous-estimé. J'écoute, a répondu Elliot. Dites-moi tout. Et je l'ai fait. Je lui ai parlé de mon réveil dans le coma, d'entendre leur célébration, de la confession de Vanessa. Je lui ai parlé de l'oreiller ajusté, de la réduction d'oxygène, du délai de 30 jours. Je lui ai tout raconté, et quand j'ai eu fini, la ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Puis Elliot a parlé et sa voix était dure comme de l'acier. « Ils vont brûler, a-t-il dit. Chacun d'eux, je vais m'en assurer. » J'avais 12 jours pour planifier ma résurrection et leur destruction. Rosa a continué à m'aider à retrouver mes forces, tandis qu'Elliot travaillait en coulisses pour préparer ma contre-attaque légale. Nous communiquions par le téléphone prépayé, gardant nos conversations brèves et codées au cas où quelqu'un écouterait. Chaque nuit, Rosa m'aidait à faire de l'exercice, et chaque nuit, je devenais un peu plus forte. Pendant la journée, je faisais semblant d'être dans le coma. C'était plus difficile que je ne l'avais imaginé, rester parfaitement immobile, tandis que Derek s'asseyait à côté de mon lit et se plaignait à quel point ma maladie était gênante. Ne pas réagir comme Vanessa se penchait et me chuchotait des menaces à l'oreille. Garder ma respiration lente et régulière quand Margaret inspectait mes bijoux et les déclarait des ordures sans valeur. Mais je l'ai fait. Je suis resté allongé là comme un cadavre pendant qu'ils faisaient leur plan. Et j'ai tout écouté. Le 20e jour, quelque chose d'inattendu est arrivé. J'ai entendu la porte s'ouvrir et des pas inconnus entrer dans ma chambre. Pas la démarche confiante de Derek, pas les talons claquants de Vanessa, pas le pas traînant délibéré de Margaret. Quelqu'un savait. « Madame Mitchell », a dit d'une voix de femme, « je ne suppose pas que vous puissiez me dire ce qui est vraiment arrivé à Marcus Webb. Mon cœur s'est presque arrêté. J'avais déjà entendu ce nom. Vanessa l'avait mentionné lors de sa confession nocturne. Marcus Webb, sa précédente victime, et maintenant quelqu'un enquêtait sur sa mort. La femme s'est approchée de mon lit. J'ai gardé les yeux fermés. J'ai gardé ma respiration stable, mais j'ai écouté de toutes les fibres de mon être. Mon nom est Amanda Price, a poursuivi la femme. Je suis détective au département de police de Houston. Il y a 2 ans, un homme nommé Marcus Webb est décédé dans cet hôpital même de ce qui a été jugé une erreur de médication. Sa petite amie à l'époque était une femme nommée Vanessa Cole. La même Vanessa Cole qui fréquente maintenant votre mari et vous rend visite tous les jours. Elle a tiré une chaise et s'est assise à côté de mon lit. « Je suis détective depuis 20 ans, a dit Amanda doucement. J'ai vu beaucoup de cas, résolu beaucoup de cas, passé à autre chose après beaucoup de cas, mais Marcus Webb est resté avec moi. Quelque chose à propos de sa mort n'a jamais semblé juste. Le timing était trop commode. La petite amie était trop calme et il y avait des choses dans ses dossiers médicaux qui ne concordaient pas. Elle a fait une pause. « Je n'ai jamais pu rien prouver », a-t-elle poursuivi. Vanessa Cole était prudente, intelligente. Elle savait exactement comment jouer la petite amie en deuil. Elle a pleuré au bon moment, a dit les bonnes choses, et au moment où j'ai commencé à poser des questions difficiles, elle avait déjà collecté son argent d'assurance et disparu. Je l'ai entendue bouger sur sa chaise. Quand j'ai appris qu'elle avait refait surface ici dans cet hôpital, visitant une autre femme dans le coma, j'ai su que je devais venir voir par moi-même. Et ce que j'ai trouvé? Eh bien, disons simplement que mes instincts crient. Elle s'est penchée plus près.
Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, Madame Mitchell, mais si c'est le cas, je veux que vous sachiez que je surveille. Je surveille Vanessa Cole, et je surveille votre mari, et je surveille tous ceux qui entrent et sortent de cette pièce, parce que quelque chose ne va pas ici, et je vais le découvrir. Elle s'est levée et a marché vers la porte, mais avant de partir, elle a posé quelque chose sur ma table de nuit. Ma carte, a-t-elle dit, juste au cas où quelqu'un la trouverait, juste au cas où quelqu'un pourrait me joindre. La porte s'est refermée derrière elle. Je suis resté allongé dans l'obscurité, mon esprit s'emballait. La détective Amanda Price enquêtait sur Vanessa. Elle soupçonnait ce qui se passait. Si je pouvais trouver un moyen de la joindre, de lui donner les preuves dont elle avait besoin, je pourrais faire tomber Vanessa pour meurtre. Mais je devais être prudente. Si Derek ou Vanessa découvraient que la police reniflait autour, ils pourraient accélérer leur plan. Ils pourraient décider de m'achever avant que je ne puisse parler. Cette nuit-là, j'ai parlé à Rosa de la visite de la détective. Elle a laissé sa carte et je chuchotais sur la table de nuit. Mais Vanessa est venue plus tôt. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Rosa a fouillé la pièce soigneusement, vérifiant les tiroirs, regardant sous les meubles, mais la carte avait disparu. Vanessa l'avait sûrement prise. Ça n'a pas d'importance, ai-je dit. Nous connaissons le nom de la détective maintenant, Amanda Price. Elliot peut la trouver. Nous pouvons la joindre par son intermédiaire. Rosa a hoché la tête. Nous nous approchons, mon cœur. Juste quelques jours de plus. Quelques jours de plus, et vous serez assez forte pour sortir d'ici sur vos deux pieds. J'ai souri ou j'ai essayé. Mes muscles faciaux étaient encore faibles, apprenant encore à fonctionner à nouveau. Mais l'émotion derrière le sourire était réelle. Pour la première fois depuis que je me suis réveillé dans ce cauchemar, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Mais l'espoir, j'étais sur le point de l'apprendre, était une chose dangereuse. Parce qu'au moment où je pensais enfin prendre de l'avance, tout s'est écroulé. Le 24e jour, Derek est venu me rendre visite au milieu de la nuit, sans prévenir, inattendu et seul. J'ai entendu la porte s'ouvrir et j'ai immédiatement fermé les yeux, laissant mon corps s'affaisser. J'étais devenu doué pour simuler l'inconscience. Je savais exactement comment positionner mes membres, comment réguler ma respiration, comment garder mon visage détendu et inexpressif. Derek a lentement fait le tour de ma chambre. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir et se fermer. Je l'ai entendu bouger des choses, cherchant quelque chose. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, mais je me suis forcé à rester immobile. Puis je l'ai entendu trouver le téléphone. Eh bien, a dit Derek doucement. Quelqu'un a été occupé. Je l'ai entendu déverrouiller l'écran, je l'ai entendu faire défiler, lire, et puis je l'ai entendu rire froidement et sans humour. Elliot Crane, a-t-il lu à haute voix. L'avocat de votre père. Intéressant, très intéressant. Il a continué à faire défiler. Document de fiducie, numéro de compte, et qu'est-ce que c'est? Il a marqué une pause. Vous possédez Hartwell Industries. Vous vous moquez de moi. Vous possédez toute l'entreprise, 800 millions de dollars, et vous ne me l'avez jamais dit. Il a marché jusqu'à mon lit et est resté là, me regardant. Je pouvais sentir son regard sur mon visage, brûlant d'un mélange de rage et d'incrédulité. « Salope menteuse », a-t-il chuchoté. « Tu m'as laissé croire que tu étais pauvre. Tu m'as laissé travailler comme un forçat dans cette entreprise, prenant des ordres de gens qui étaient en dessous de moi, alors que tu possédais toute cette putain de choses. Tu aurais pu me faire PDG. Tu aurais pu tout me donner, et à la place, tu as joué à la femme au foyer et tu m'as regardé me débattre. » Il s'est penché plus près. « Je vous ai entendu, vous savez, » a-t-il continué. « Vanessa m'a dit que vous n'étiez qu'un légume, mais j'ai regardé les moniteurs. Votre activité cérébrale monte en flèche parfois quand nous parlons. Comme Vanessa parle, vous êtes là, n'est-ce pas, Carrie? Vous écoutez tout. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Je suis resté là comme une pierre, priant qu'il croie à l'acte. Ça n'a pas d'importance, a dit Derek finalement.
Maintenant, je connais la vérité et je vais m'assurer que quand vous mourrez, tout ce que vous possédez deviendra mien. Il a pris le téléphone et est parti. Tous mes enregistrements, toutes mes preuves, tous mes plans soigneusement élaborés disparus en un instant. Je suis resté là dans l'obscurité, retenant mes larmes. J'avais été si près de m'échapper, de les exposer, de gagner. Et maintenant, j'étais de retour là où j'avais commencé. Pire que là où j'avais commencé, parce que maintenant, Derek connaissait l'argent, et cela le rendait plus dangereux que jamais. Ils disent que Dieu rit des plans. Ce jour-là, le diable a ri aussi. Le lendemain matin, tout a changé. Derek est arrivé à l'hôpital tôt, vêtu de son meilleur costume, ayant l'air en tout point du mari inquiet. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui maintenant. Un éclat dans son œil, une suffisance dans son sourire. Il savait quelque chose que je ne voulais pas qu'il sache, et il allait l'utiliser contre moi. Il n'était pas seul. Margaret était avec lui, vêtue de noir comme toujours, son visage figé dans une expression de détermination sombre. Et Vanessa était là aussi, se tenant légèrement en arrière, jouant le rôle de l'amie compréhensive. « Dr. Reeves, a dit Derek doucement, nous devons parler des soins de ma femme. » Le Dr. Reeves a levé les yeux de mon dossier, son expression neutre. « Bien sûr, Monsieur Mitchell, en quoi puis-je vous aider? » Elle semble agitée ces derniers temps, a répondu Derek, agitée. Je crains qu'elle n'ait mal. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour la rendre plus confortable? Le Dr. Reeves a froncé les sourcils. En fait, ses signes vitaux s'améliorent. Son activité cérébrale a considérablement augmenté au cours de la dernière semaine. J'allais recommander de réduire sa sédation pour voir si nous pouvions encourager des réponses plus conscientes. Derek a secoué la tête. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, ce n'est pas ce que sa famille veut. Nous voulons qu'elle soit paisible, confortable, pas qu'elle lutte contre les machines. Il y a eu une longue pause. Je pouvais sentir la tension dans la pièce, la bataille de volonté non dite entre Derek et le Dr. Reeves. Monsieur Mitchell, a dit le Dr. Reeves avec précaution. Je comprends votre inquiétude, mais en tant que son médecin, mon travail est de lui donner la meilleure chance possible de rétablissement. Augmenter la sédation à ce stade serait contre-productif. Le sourire de Derek n'a pas vacillé. J'apprécie votre opinion médicale, docteur, mais en tant que son mari et proche parent légal, j'ai le pouvoir de prendre des décisions concernant ses soins, et je vous dis que je veux qu'elle soit fortement sédatée. Le Dr. Reeves a ouvert la bouche pour argumenter, mais Margaret l'a interrompu. Mon fils a pouvoir d'avocat, a-t-elle dit froidement. Nous avons été en contact avec nos avocats. Si vous refusez de vous conformer aux souhaits de la famille, nous vous ferons retirer de ce dossier et remplacer par quelqu'un de plus coopératif. Le Dr. Reeves les a fixés pendant un long moment. Puis il m'a regardé, allongée impuissante dans mon lit, et j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Suspicion, inquiétude, peut-être même peur. Je devrais consulter l'administration de l'hôpital, a-t-il dit finalement. C'est un changement significatif dans le plan de traitement. Faites ce que vous devez faire, a répondu Derek, mais j'attends des résultats d'ici cet après-midi. Ils sont partis. Le Dr. Reeves est resté à côté de mon lit pendant un long moment, regardant mon visage. Quelque chose ne va pas ici, a-t-il murmuré à lui-même. Quelque chose est très grave, mais il n'en connaissait pas la moitié. Et au moment où il le comprendrait, il serait presque trop tard. Cet après-midi-là, une infirmière est entrée avec un nouveau sac de perfusion. J'ai reconnu le médicament à l'étiquette, de puissants sédatifs, le genre qui me pousserait de nouveau dans l'obscurité, qui ferait taire mon esprit qui s'éveille, qui me rendrait aussi impuissante que Derek le voulait. J'ai essayé de résister. J'ai essayé de bouger, de parler, de signaler que j'étais éveillé. Mais mon corps était trop faible. Encore en convalescence après 2 semaines d'atrophie, l'infirmière a attaché la perfusion sans remarquer quoi que ce soit d'inhabituel. En quelques minutes, l'obscurité a commencé à s'installer, épaisse et lourde, comme une couverture tirée sur ma tête.
La dernière chose que j'ai entendue avant de m'évanouir a été la voix de Derek dans le couloir. Ça devrait la faire taire, disait-il. Maintenant, nous avons le temps de trouver comment accéder à cette fiducie. J'ai perdu 4 jours précieux volés par des produits chimiques pompés dans mes veines. Quand j'ai enfin refait surface, groggy et confuse et plus faible que jamais, j'ai découvert que le monde avait basculé sous moi. Rosa était partie, renvoyée pour de fausses accusations de vol de médicaments. Elliot avait été contacté par les avocats de Derek, menaçant d'une action en justice s'il continuait à s'immiscer dans les affaires familiales. Et la date limite de 30 jours n'était plus qu'à 2 jours. La détective Amanda Price était venue pendant que j'étais inconsciente, mais elle avait été refoulée à la porte. Seulement la famille. Ils lui ont dit que la patiente ne recevait pas de visiteurs. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais planifié s'était effondré pendant que je dormais. Et maintenant, Derek détenait toutes les cartes. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Parce que pendant que j'étais droguée et impuissante, quelqu'un d'autre avait surveillé, quelqu'un d'autre avait recueilli des preuves et quelqu'un d'autre était sur le point de renverser la situation. Le Dr. Reeves avait remarqué les irrégularités dans mes médicaments. Il avait documenté le comportement suspect de la famille et il avait passé son propre coup de fil. Je ne le savais pas encore, mais de l'aide était en route. La question était de savoir si elle arriverait à temps. Le 28e jour, ils sont venus à minuit. 3 monstres portant des visages humains. J'étais éveillé, mais à peine fonctionnel. Les sédatifs étaient encore dans mon système, rendant tout lent et irréel. La chambre d'hôpital allait et venait dans le focus. Les ombres semblaient bouger dans les coins de ma vision. Je ne pouvais pas dire ce qui était réel et ce qui était un rêve. Puis j'ai entendu la porte s'ouvrir. Au début, j'ai pensé que c'était une infirmière. Ronde de nuit tardive vérifiant les signes vitaux, mais les pas étaient faits. Trop nombreux, trop silencieux, trop délibérés. La station des infirmières était libre. La voix de Derek à peine au-dessus d'un murmure. Je m'en suis occupé. Margaret, un petit don à la superviseure de nuit. Elle prendra une très longue pause. Bien. Et c'était Vanessa. Cela doit avoir l'air naturel. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir légèrement. La pièce était fort, éclairée seulement par la lueur des moniteurs à côté de mon lit. Je pouvais voir 3 silhouettes debout près de la porte. Derek, Margaret, Vanessa, et Vanessa tenait une seringue. Même médicament que Marcus, a-t-elle dit doucement. Un peu de chlorure de potassium fait beaucoup de chemin. Arrête le cœur. Ressemble à un arrêt cardiaque naturel. Au moment où quelqu'un le découvrira, si jamais ils le font, nous serons loin avec son argent. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. C'était ça. Ils allaient me tuer ici même, maintenant, dans ce lit d'hôpital. Êtes-vous sûr que ça marchera? A demandé Derek. Il semblait nerveux. Vanessa a ri doucement. J'ai déjà fait ça, tu te souviens? Fais-moi confiance, je sais exactement combien utiliser, exactement où l'injecter. Cela aura l'air que son corps a juste lâché. Tragique, mais pas surprenant. Elle a marché vers mon lit. Je pouvais voir la seringue scintiller à la lumière des moniteurs. Mon esprit criait à mon corps de bouger, de se battre, de faire quelque chose. Mais les sédatifs me retenaient prisonnière. « Au revoir, Carrie », a chuchoté Vanessa. « Dis bonjour à Marcus pour moi. » Elle a tendu la main vers ma ligne arbre et puis la porte a éclaté. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Le Dr. Reeves se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage illuminé par la lumière du couloir. Derrière lui, je pouvais voir 2 gardes de sécurité. Vanessa s'est figée. Elle a rapidement caché la seringue derrière son dos, mais pas assez rapidement. Le Dr. Reeves l'avait vu. « Docteur », a dit Derek, sa voix douce comme de la soie. « Nous venions juste prendre des nouvelles de Carrie. » Elle semblait agitée. À minuit, le Dr. Reeves est entré dans la pièce avec une seringue. « Soins de confort », a dit Vanessa rapidement. « Médicaments antidouleurs autorisés par la famille. »
Le Dr. Reeves a secoué la tête. Je n'ai autorisé aucun médicament supplémentaire et je n'ai certainement pas autorisé de visiteur à cette heure. Vous devez partir maintenant. Derek a fait un pas en avant, sa posture agressive. Écoutez, docteur, j'ai pouvoir d'avocat, j'ai le droit de prendre des décisions concernant les soins de ma femme. Vous avez le droit de consulter sur ses soins. Le Dr. Reeves a corrigé. Vous n'avez pas le droit d'injecter des substances inconnues dans sa perfusion au milieu de la nuit. Sécurité, veuillez escorter ces personnes hors du bâtiment. Les gardes ont avancé. Pendant un instant, j'ai cru que Derek allait résister. Je pouvais voir la rage monter sur son visage, l'humiliation d'être jeté comme un criminel de droit commun. Puis Margaret a touché son bras. « Partons », a-t-elle dit doucement. « Nous réglerons cela par les voies appropriées. » Derek a hoché la tête avec raideur. « Ce n'est pas fini », a-t-il dit au Dr. Reeves. Ils sont partis. La porte s'est refermée derrière eux. Le Dr. Reeves est resté là pendant un long moment, puis a marché vers l'endroit où Vanessa s'était tenue. Il s'est penché et a ramassé quelque chose sur le sol. La seringue. Elle l'avait laissé tomber quand la porte a éclaté. Le Dr. Reeves a examiné l'étiquette. Son visage est devenu pâle. « Chlorure de potassium », a-t-il murmuré. « Forte concentration. Cela aurait arrêté votre cœur. » Il m'a regardé et j'ai vu l'horreur dans ses yeux. Il a finalement compris ce qui se passait. Il a finalement compris quel genre de personne ma famille était vraiment. « Bob Mitchell », a-t-il dit doucement. « Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, mais je vais vous protéger. Je vais m'assurer que personne ne vous blesse à nouveau. » Il a décroché le téléphone à côté de mon lit et a composé. « Ceci est le Dr. Nathan Reeves du Centre médical Saint-Joseph. » Il a dit « Je dois signaler une tentative d'homicide. Les 48 heures suivantes ont été les pires de ma vie. Et c'est déjà beaucoup dire, compte tenu de ce que j'avais déjà traversé. Premièrement, l'enquête a piétiné. Derek a engagé les meilleurs avocats de Houston et ils sont immédiatement passés à l'attaque. Ils ont affirmé que le Dr. Reeves était incompétent, qu'il avait mal interprété la situation, que la seringue ne contenait rien de nocif. Sans une analyse formelle du contenu, ce qui prendrait des jours, la police ne pouvait pas prouver le contraire. Deuxièmement, Derek a utilisé ses avocats pour faire retirer le Dr. Reeves de mon dossier. Ils ont affirmé qu'il avait développé un attachement malsain à sa patiente, que son jugement était compromis. L'hôpital, craignant un procès, s'est conformé. Mon protecteur était parti. Troisièmement, et le pire de tout, la date limite de 30 jours est arrivée. Derek est entré dans ma chambre d'hôpital le 30e jour avec une équipe d'avocats et une pile de papier. Il souriait, ce sourire froid et satisfait que j'en étais venu à détester. J'ai consulté la famille, a-t-il annoncé au nouveau médecin qui avait repris mon dossier, et nous avons décidé d'interrompre le support de vie. Le nouveau médecin, un jeune homme nerveux nommé Dr. Patterson, a mélangé les papiers nerveusement. « Monsieur Mitchell, je comprends que c'est une décision difficile, mais je dois mentionner que les signes vitaux de votre femme s'améliorent. Son activité cérébrale est en fait assez forte. Il y a une réelle possibilité qu'elle puisse se réveiller. » Le sourire de Derek n'a pas vacillé. « Docteur, ma femme est dans le coma depuis 30 jours. » Elle n'a montré aucun signe de réponse consciente. La famille en a longuement discuté et nous pensons qu'il est temps de la laisser partir paisiblement. C'est ce qu'elle aurait voulu. J'ai crié dans ma tête. Ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais vivre. Je voulais me battre. Je voulais arracher le visage de Derek et montrer à tout le monde le monstre qui se cachait derrière ce sourire charmant. Mais mon corps ne coopérerait pas. Les sédatifs qu'il m'avait injectés avaient fait des ravages. J'étais plus faible que je ne l'avais été depuis des semaines, à peine capable de bouger mes doigts, encore moins de parler. Le Dr. Patterson a regardé les papiers que Derek lui avait remis. « Ceux-ci semblent être en ordre », a-t-il dit à contre-cœur. « Pouvoir d'avocat, consensus familial, instruction DNR. »« Excellent », a répondu Derek. « Quand pouvons-nous procéder ?»« Nous devrons suivre le protocole », a dit le médecin.
Interrompre le support de vie nécessite un processus formel. Nous pouvons commencer cet après-midi. Cet après-midi, dans quelques heures, mon mari allait me tuer légalement avec la bénédiction de l'hôpital. J'ai concentré chaque once d'énergie que j'avais sur ma main droite. Bouge, ai-je commandé. Bouge, bon sang. Mon doigt a tressailli. C'était à peine perceptible. Un tout petit mouvement qui aurait pu être écarté comme un spasme musculaire, mais le Dr. Patterson l'a remarqué. Il s'est penché plus près, étudiant ma main. « Avez-vous vu ça? » a-t-il demandé. Derek a fait un geste de la main de manière dismissive. Un réflexe? Ça ne signifie rien. En fait, le Dr. Patterson a dit lentement, ça pourrait signifier quelque chose. Madame Mitchell, si vous pouvez m'entendre, essayez de bouger votre doigt à nouveau. Je me suis concentré. J'ai mis tout ce que j'avais dans ce tout petit mouvement. Mon doigt s'est levé, a tremblé et est tombé. Les yeux du Dr. Patterson se sont écarquillés. Ce n'était pas un réflexe. C'était une réponse délibérée. Le visage de Derek s'est assombri. « Docteur, je pense vraiment que vous en lisez trop. » « Monsieur Mitchell, » a dit le Dr. Patterson fermement. « Je ne peux pas interrompre le support de vie s'il y a la moindre possibilité que la patiente soit consciente. Je dois faire plus de tests. C'est ridicule, a claqué Derek. C'est un légume. Elle a été un légume pendant 1 mois. Un spasme musculaire aléatoire ne change rien à cela. Cela pourrait, a répondu le médecin. Et tant que je ne le sais pas avec certitude, je ne peux pas procéder. Pendant un instant, j'ai cru que Derek allait exploser. Je pouvais voir la rage monter en lui, la frustration de se voir refuser ce qu'il voulait si désespérément. Mais ensuite, il a pris une profonde inspiration et s'est forcé à se calmer. « Bien, a-t-il dit entre des dents serrées, faites vos tests, mais j'attends que cette affaire soit résolue d'ici demain. » Il a quitté la pièce en furie. Le Dr. Patterson l'a regardé partir, puis s'est tourné vers moi. « Madame Mitchell, a-t-il dit doucement, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais quelque chose me dit que vous essayez très fort de communiquer. Si c'est vrai, clignez des yeux 2 fois. » J'ai cligné 1 fois, 2 fois. Le Dr. Patterson a poussé un long soupir. « D'accord, nous devons vous obtenir de l'aide. » Une vraie aide. Il a sorti son téléphone et a passé un appel. Et en moins d'1 heure, tout a changé. Le 31e jour, je suis ressuscité des morts. Le Dr. Patterson avait fait appel à un neurologue qui a effectué une batterie de tests et a confirmé ce que j'essayais de dire à tout le monde depuis des semaines. J'étais consciente, j'étais lucide, j'étais piégée dans mon corps, mais j'étais bien vivante. La nouvelle s'est répandue rapidement. Le Dr. Reeves, qui rôdait aux abords de l'hôpital malgré son retrait de mon dossier, s'est précipité dans ma chambre. Rosa, qui logeait dans un hôtel voisin, attendant des nouvelles, est arrivée en courant, et Elliot Crane, qui travaillait en coulisses pour se préparer à ce moment, est arrivé avec une équipe d'avocats. Derek n'a pas été si rapide à revenir. Quand il a finalement fait son apparition, il était accompagné de ses propres avocats, de sa mère et de Vanessa. Ils sont entrés dans ma chambre s'attendant à trouver un légume. Au lieu de cela, ils m'ont trouvé assise dans mon lit, faible mais alerte, entourée de gens qui savaient exactement ce qu'ils avaient fait. « Bonjour Marie », ai-je dit. Ma voix était rauque, à peine plus forte qu'un murmure, mais assez forte. « Tu m'as manqué ?» Le regard sur le visage de Derek était quelque chose que je chérirais pour le reste de ma vie. Sa mâchoire est tombée, son visage est devenu pâle. Son masque de préoccupation soigneusement construit s'est effondré, révélant l'animal paniqué en dessous. « C'est impossible, a-t-il balbutié. Vous étiez dans le coma. Le médecin a dit que vous ne vous réveilleriez jamais. Les médecins se sont trompés. J'ai souri ou j'ai essayé. J'ai tout entendu, Derek. Chaque mot, chaque célébration, chaque plan, chaque menace. » Derek s'est tourné vers ses avocats. Cela ne change rien. Elle est clairement confuse. Les médicaments ont affecté son cerveau. Nous devrions procéder avec le plan original. En fait, Elliot Crane s'est avancé. Cela change tout.
Votre pouvoir d'avocat a été accordé sous de faux prétextes. Ma cliente n'était pas dans un état végétatif persistant. Elle était délibérément sédatée pour l'empêcher de se défendre. J'ai des dossiers médicaux, des témoignages de témoins et un juge très en colère qui a déjà signé une ordonnance d'urgence révoquant votre autorité. L'avocat de Derek lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Derek a secoué la tête avec colère. « C'est absurde, a-t-il dit. Je suis son mari. J'ai des droits. Vous avez le droit de garder le silence, » dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte. La détective Amanda Price est entrée dans la pièce, suivie de 2 agents en uniforme. « Derek Mitchell, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Complot en vue de commettre un meurtre et fraude. » Tentative de meurtre? Derek a ri, mais c'était un son creux. Je n'ai jamais essayé de tuer personne. J'aime ma femme, c'est pas pire. Vraiment? La détective Price a sorti un sac de preuves en plastique contenant la seringue que Vanessa avait laissé tomber parce que nous avons trouvé du chlorure de potassium dans cette seringue. Le même médicament qui a tué Marcus Webb il y a 2 ans. Le même médicament qui aurait arrêté le cœur de votre fille si le Dr. Reeves n'avait pas interrompu votre petite visite de minuit. Le visage de Derek est devenu gris. Ce n'était pas moi. C'était Vanessa. C'est elle qui... Il s'est arrêté réalisant ce qu'il venait de dire. Vanessa, debout derrière lui, est devenue très immobile. « Qu'avez-vous dit ?» a-t-elle demandé, sa voix dangereusement basse. « Je voulais dire... » Derek a reculé. « Je voulais dire que je ne savais pas ce qu'il y avait dans la seringue. Je pensais que c'était... » « Vous pensiez que c'était quoi exactement ?» a demandé la détective Price. « Des analgésiques, des sédatifs. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensiez que votre maîtresse injectait dans la perfusion de votre femme au milieu de la nuit. » Derek a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Pour la première fois de tout notre mariage, je l'ai vu vraiment sans voix. « C'est ce que je pensais », a dit la détective Price. « Officier, veuillez emmener M. Mitchell en garde à vue. Mademoiselle Cole, vous êtes également en état d'arrestation. Madame Mitchell, Senior, nous avons des questions pour vous aussi. » Margaret a tenté de protester, a essayé de prétendre qu'elle ne savait rien de tout cela, mais ses objections sont tombées dans l'oreille d'un sourd. En quelques minutes, tous les 3 étaient menottés, sortis de ma chambre d'hôpital comme les criminels qu'ils étaient. Je les ai regardés partir, mon cœur battant dans ma poitrine. C'était fini. Après 31 jours de terreur, c'était enfin fini. Mais il y avait encore une chose que je devais faire. Une autre vérité que je devais révéler. Derek, ai-je appelé. Il s'est arrêté à la porte, se retournant pour me regarder. Son visage était un masque de haine et d'incrédulité. « Il y a quelque chose que vous devriez savoir, » ai-je continué. « Quelque chose que j'aurais probablement dû vous dire il y a des années. Je ne veux rien entendre de ce que vous avez à dire, » a-t-il craché. Dommage. J'ai pris une profonde inspiration. Vous m'avez épousé en pensant que j'étais pauvre. Vous êtes resté avec moi en pensant que j'étais sans valeur. Vous avez essayé de me tuer pour une police d'assurance de 300 000 $. Et alors ça, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je possède Hartwell Industries. Je vaux environ 800 millions de dollars. Chaque chèque de paie que vous avez collecté au cours des 10 dernières années est venu d'une entreprise que je possède. Le bureau où vous avez travaillé, le bâtiment où vous avez garé votre voiture, le distributeur d'eau autour duquel vous avez bavardé, tout cela m'appartenait. Vous avez été mon employé tout ce temps. Le visage de Derek a subi une transformation remarquable. Confusion, incrédulité, horreur et finalement une réalisation naissante à quel point il s'était mal calculé. « Vous mentez », a-t-il chuchoté. « Je ne le suis pas. » Et voici le truc, Derek. Même si vous parvenez d'une manière ou d'une autre à battre ces accusations, même si vous sortez un jour de prison, vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Je m'en assurerai. Chaque porte à laquelle vous frapperez se fermera devant votre visage. Chaque opportunité que vous chercherez disparaîtra. Vous vouliez tellement mon argent que vous étiez prêt à tuer pour cela.
Maintenant, vous passerez le reste de votre vie à savoir exactement combien vous avez perdu. Les officiers l'ont emmené. Il criait encore quand ils l'ont traîné dans l'ascenseur. J'espère que sa voix s'est éteinte avant qu'il n'atteigne le rez-de-chaussée. Ils voulaient la guerre. Je leur ai donné l'annihilation. Les 6 mois suivants ont été un tourbillon de procédures légales, d'attention médiatique et de rétablissement personnel. Mon histoire a fait les gros titres à travers le pays. Femme se réveille du coma, expose un complot de meurtre. Héritière milliardaire survit à une tentative d'assassinat. Mari et maîtresse arrêtés après confession au chevet. Les détails qui ont émergé pendant l'enquête étaient encore plus accablants que je ne l'avais imaginé. Vanessa Cole n'était pas juste une chercheuse d'or qui avait ciblé mon mari. C'était une tueuse en série qui opérait depuis plus d'une décennie. L'équipe de la détective Price a découvert 4 victimes précédentes. Tous des hommes qui étaient morts dans des circonstances suspectes alors qu'ils fréquentaient Vanessa. Thomas Keller, un promoteur immobilier mort d'une chute dans les escaliers. Richard Davis, un banquier à la retraite ayant subi une interaction médicamenteuse fatale. Paul Montgomery, propriétaire d'une entreprise de construction noyé dans sa propre piscine. Et Marcus Webb, l'homme dont la mort avait d'abord éveillé les soupçons de la détective Price. Dans chaque cas, Vanessa avait été la seule bénéficiaire de la police d'assurance-vie de son petit ami. Dans chaque cas, elle avait collecté son paiement et était passée à sa prochaine victime. Elle faisait cela depuis des années, perfectionnant sa technique, apprenant de ses erreurs. Et Margaret Mitchell était au courant de tout cela. L'enquête a révélé que Margaret avait trouvé Vanessa par l'intermédiaire d'un détective privé qu'elle avait engagé pour enquêter sur mes antécédents. L'enquêteur était tombé sur Vanessa en enquêtant sur quelque chose d'autre entièrement et avait reconnu une opportunité. Margaret avait essayé de se débarrasser de moi pendant des années. Elle avait présenté Derek à des remplaçantes potentielles depuis la première année de notre mariage. Mais aucune d'elles n'avait tenu jusqu'à Vanessa. Margaret avait rencontré Vanessa lors d'un événement caritatif et avait immédiatement reconnu à qui elle avait affaire. Une femme belle, intelligente, sans conscience et ayant fait ses preuves pour faire disparaître les problèmes. Elle avait présenté Vanessa à Derek, sachant pertinemment ce qui allait arriver. Elle avait pratiquement emballé sa propre belle-fille pour un tueur en série. Confrontée aux preuves, Margaret a craqué, elle a tout avoué, essayant de rejeter autant de blâme que possible sur Vanessa et Derek, mais il était trop tard. Le complot était trop clair, les preuves trop accablantes. Les procès furent brefs et dévastateurs. Vanessa Cole a été reconnue coupable de 4 chefs de meurtre au premier degré et d'un chef de tentative de meurtre. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La dernière fois que je l'ai vue, elle était menottée, sortie de la salle d'audience, son beau visage tordu de rage. Margaret Mitchell a été reconnue coupable de complot en vue de commettre un meurtre et de fraude. Elle a reçu une peine de 25 ans. Elle est morte en prison 6 mois plus tard, seule dans sa cellule. La cause officielle du décès était une crise cardiaque. Je ne peux pas dire que j'ai fait mon deuil. Et Derek, mon mari de 10 ans, l'homme que j'avais aimé, fait confiance et cru en lui malgré tout. Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre, de complot, en vue de commettre un meurtre et de détournement de fonds. L'enquête avait mis au jour des années de crimes financiers, de l'argent qu'il avait volé à Hartwell Industries pour couvrir ses dettes de jeu. Il a été condamné à 15 ans de prison fédérale. Aux dernières nouvelles, il doit de l'argent à des gens très dangereux, le genre de gens dont les dettes vous suivent de même derrière les barreaux. Je ne m'attends pas à ce qu'il survive à sa peine. Quant à moi, j'ai reconstruit. Ce n'était pas facile. Il y a eu des jours où je voulais abandonner quand le poids de tout semblait trop lourd à porter. Mais chaque fois que j'ai flanché, je me suis rappelé ce que j'avais survécu. Je me suis rappelé d'être allongé dans ce lit d'hôpital, incapable de bouger, écoutant les gens que j'aimais planifier mon meurtre. Et je me suis rappelé de me lever quand même. 1 an après ma sortie de l'hôpital, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement terrasse,
regardant la ligne d'horizon de Houston scintiller dans la nuit. Hartwell Industries était florissante. Les revenus avaient augmenté de 40%. Nous avions étendu nos activités à 3 nouveaux marchés et créé plus de 2000 emplois. J'avais été mise en avant dans Forbes, non pas comme une victime, mais comme une survivante, comme une leader, comme une femme qui s'était relevée des cendres de ses propres funérailles pour devenir quelque chose de plus fort qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Rosa était toujours avec moi. Elle était devenue plus qu'une employée, plus qu'une amie. Elle était de la famille, la sœur que je n'avais jamais eue. La détective Amanda Price avait été promue chef des détectives. Elle et moi nous rencontrions pour un café une fois par mois. 2 femmes qui avaient vu les parties les plus sombres de l'humanité et avaient choisi de riposter au lieu de détourner le regard. Le Dr. Reeves s'était complètement remis des blessures que Derek lui avait infligées cette nuit-là dans ma chambre d'hôpital. J'ai financé une nouvelle aile du Centre médical Saint-Joseph en son honneur, un endroit où les victimes de violences domestiques pourraient recevoir un traitement sans jugement, sans peur, sans être refusées parce qu'elles n'avaient pas d'assurance ou que leurs agresseurs les avaient menacées de silence. Et Elliot Crane, le plus vieil ami de mon père, était devenu mon conseiller le plus fiable. Il m'a aidé à restructurer mon entreprise, m'a protégé des retombées légales des crimes de mon mari et ne m'a jamais fait sentir faible d'avoir besoin d'aide. Un après-midi, environ 18 mois après que tout se soit terminé, j'ai visité la tombe de mon père. C'était un cimetière tranquille à la périphérie de Houston, ombragé par de vieux chênes et bordé par un petit étang où des canards nageaient en cercle paresseux. Je me suis agenouillé à côté de sa pierre tombale et j'ai déposé un bouquet de roses blanches sur l'herbe. Tu as toujours dit que j'étais plus forte que je ne le savais, papa, ai-je dit doucement. Tu as toujours dit que je trouverais mon chemin. Même quand je ne pouvais pas voir le chemin, je ne t'ai pas cru quand tu étais vivant. Je pensais que j'étais faible. Je pensais que j'avais besoin de quelqu'un d'autre pour me compléter. J'ai tracé mes doigts sur son nom, gravé dans le granit. Mais tu avais raison, ai-je continué. J'ai trouvé ma force. Il a juste fallu mourir pour le comprendre. Je suis resté là longtemps à lui parler, à lui raconter tout ce qui s'était passé, la trahison de Derek, la confession de Vanessa, les manigances de Margaret, le fait d'être allongé dans ce lit d'hôpital, à les écouter célébrer ma mort, me sentant plus seul que je ne l'avais jamais été dans ma vie. Et puis je lui ai parlé de me lever, de refuser d'abandonner, de trouver des alliés dans des endroits inattendus et de riposter quand tout le monde s'attendait à ce que je disparaisse. Ils pensaient qu'ils avaient gagné, ai-je dit. Ils pensaient qu'ils s'étaient enfin débarrassés de moi. Mais ils m'ont sous-estimé, papa, tout comme tout le monde le fait toujours. Je me suis levé et j'ai brossé l'herbe de main. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Une brise fraîche agitait des feuilles et des chênes, portant le parfum de l'automne. Je ne suis plus en colère, ai-je dit doucement. Je l'ai été longtemps, je les ai haïs de tout mon être. Mais la haine est épuisante. La haine prend de la place dans votre cœur qui pourrait être rempli de meilleures choses. Alors je les laissé partir. Je les ai laissés partir et j'ai continué. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la pierre tombale de mon père, puis je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture. Il y avait quelqu'un qui m'attendait là. Un homme que j'avais rencontré 3 mois plus tôt, lors d'un événement caritatif et qui m'avait vu non pas comme une victime, non pas comme une milliardaire, non pas comme un titre de journal, mais simplement comme une femme qui valait la peine d'être connue. Son nom était James Carter. Il était chirurgien pédiatrique à l'hôpital pour enfants du Texas. Un homme qui passait ses journées à sauver de jeunes vies et ses soirées à s'intéresser à la mienne. Il n'avait aucun intérêt pour mon argent. Il l'avait clairement indiqué dès le début. Il voulait juste me connaître, la vraie moi. Je ne savais pas où irait notre relation. Je ne savais pas si j'étais prête à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau, à m'ouvrir à la possibilité d'être blessé à nouveau. Mais j'étais prête à essayer.
J'étais prête à prendre un risque sur quelque chose qui me faisait peur, parce que c'est ce que font les survivants. Nous continuons à nous battre. Nous continuons à croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Les gens révèlent leur vraie nature quand ils croient que vous êtes impuissante. Et quand ils célèbrent votre chute, ils préparent la scène pour leur propre destruction. J'ai été marié à un monstre pendant 10 ans. J'ai passé 31 jours piégé dans mon propre corps, écoutant les gens que j'aimais me souhaiter la mort. Et je me suis levé. Non pas parce que j'étais spéciale, non pas parce que j'étais plus forte ou plus intelligente ou plus courageuse que quiconque, mais parce que j'ai refusé de les laisser écrire ma fin. Si vous êtes dans ce lit d'hôpital en ce moment, métaphoriquement ou littéralement, si quelqu'un se tient au-dessus de vous célébrant votre faiblesse, planifiant votre enterrement, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous êtes plus forte qu'ils ne le comprendront jamais. Vous avez survécu à des choses qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Et quand vous vous lèverez enfin, quand vous ouvrirez enfin les yeux et reprendrez votre pouvoir, vous leur ferez regretter chaque instant où ils vous ont sous-estimé. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est que le début. Parce que la femme qu'ils ont essayé d'enterrer n'est pas revenue pour se venger. Elle est revenue pour la vérité. Et la vérité est celle-ci. Mon nom est Carolyn Mitchell. J'ai survécu. Et je ne fais que commencer. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire aujourd'hui, quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui se sent piégé ou invisible ou sous-estimé, veuillez partager cette vidéo avec eux. Votre partage pourrait être le message dont ils ont besoin pour continuer à se battre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Je lis chaque commentaire et j'adore me connecter avec cette incroyable communauté. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer une autre histoire puissante. De nouvelles vidéos sortent chaque semaine et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui arrive ensuite. Maintenant,